tous et bienvenue sur Team Chronicles pour une vidéo d'un format un petit peu particulier puisque en fait l'idée c'est qu'on a regardé notre programme et on voulait faire en fait des tonnes de vidéos différentes, préparer le stream qui a lieu du coup là je suis le jeudi 3 et dimanche on stream l'énorme Zapmaster. Du coup faut qu'on soit au taquet là-dessus, il va falloir derrière qu'on traite en fait toutes les vidéos du tournoi. Et en fait quand on a vu ça on s'est rendu compte que ça allait être compliqué de sortir en fait un report vidéo aussi travaillé que les vidéos qu'on sort d'habitude, parce que d'habitude en fait on prend vraiment le temps de faire un script, de faire un audio assez clean, de retoucher l'audio, de faire des découpes pour que ce soit mieux rythmé, d'afficher les cartes à l'écran, etc. Et en fait ça, pour une vidéo telle qu'un report en fait, comme on peut les voir sur les forums, ça prendrait énormément de temps de faire tout ça et on se retrouvait en fait à envisager de faire un report vers février. Février c'est un petit peu tard pour vous raconter un tournoi qui a eu lieu en décembre. Du coup on part sur un format un petit peu plus proche de ce que faisait la Team Tokar en fait quand ils faisaient encore pas mal de Duel Commander, qui est vraiment beaucoup plus genre je suis à l'écran, coucou, et je vais vous montrer des cartes et en parler directement pour avoir une vidéo justement un petit peu plus rythmée et pouvoir la sortir assez rapidement en fait. Donc de quoi est-ce qu'on parle? On parle du tournoi du 16 décembre, vous avez la page juste ici, des Arpenteurs de Palaiso qui a eu lieu du coup à Palaiso, pas de surprise jusque là, et qui rassemblait 87 joueurs et sur lequel j'ai fait premier. Du coup j'avais dit forcément je vais faire un report en fait. Du coup en fait à la base comment ça s'est passé, c'est à dire que vu que je savais qu'on allait streamer en janvier et que ça faisait quelques temps que avec le travail, avec des tonnes d'autres choses en fait, je prenais pas forcément le temps d'aller au gros tournoi, je me suis dit ah c'est mort. Si je veux aller au tournoi et être légitime, commenter et vraiment savoir de quoi je parle, faut que je me sorte les doigts du voilà et que je me ramène en tournoi. Et c'était marrant parce que je me suis fait charrier par plusieurs joueurs de Paris qui étaient en mode ah voilà du coup ça c'est le bon timing pour te bourrer histoire que t'aies la honte pour commenter le tournoi. Donc en effet c'était le bon timing mais il y en a peu qui ont réussi. Du coup comment ça s'est passé, je me suis décidé en fait 3 semaines avant le tournoi à y aller. Et l'une des raisons en fait pour lesquelles je vais assez peu en gros tournoi, c'est que j'aime bien être bien préparé quand je me ramène à un tournoi. J'aime pas y aller à l'arrache parce que ça en fait ça veut dire que j'ai pas donné mon max. Et j'aime bien en fait avoir l'idée que vraiment j'y suis allé un peu à fond. Et en fait pour ceux qui me connaissent, j'aime bien aussi tout ce qui est parler sur les routines de performance, sur le coaching de performance, sur le développement personnel, etc. Et j'essaie de monter petit à petit ma capacité justement à donner mon meilleur sur divers domaines, donc aussi à Magic. Donc je m'y suis pris 3 semaines à l'avance et qu'est-ce qui fait la différence souvent entre les joueurs médiocres et les joueurs qui deviennent très bons très vite en fait, c'est souvent d'avoir des bons joueurs en fait avec soi. Et au final vous vous rendez compte que par exemple la Team Paris ils perfent régulièrement, mais qu'est-ce qui se passe? La Team Paris ils se connaissent, ils s'échangent des messages, ils ont un chat en commun pour certains d'entre eux, ils se retrouvent sur des tournois, ils se retrouvent pour des sessions de test. Ils se font des petits chats Facebook comme ça secrets avec des mini-noms un peu mignons. Il y a pas mal de discussions en fait qui ont lieu. Et le fait d'avoir beaucoup de discussions stratégiques de bon niveau, d'avoir des parties stratégiques de bon niveau, d'échanger des analyses sur des match-ups, etc. Ça les garde en fait à leur max tout le temps, ce qui leur permet de perfer. Et du coup, là, l'un des trucs qui m'a décidé, c'est en l'occurrence que je suis tombé par hasard sur Soratami. Et qu'on a pu discuter metagame, du prochain tournoi, des decks qu'on envisageait, et plein de choses en fait. Et on s'est retrouvé en fait à s'entre-motiver à jouer et à vraiment hésiter pendant très longtemps sur ce qu'on allait jouer. Pour info en fait on est parti du metagame de novembre en fait. Et on a vu ok il y avait 19 fiches, 28 aggro, 15 contrôles, 11 combos à base de spells, donc je parle des High Tide, je parle de Baral, Teferi, éventuellement certaines versions de caisse, 10 combos à base de créatures, donc typiquement les Traces de Stimna, les Gitrog, et 10 Elf Ball Ramp à la Titania, des trucs du genre. Et qu'est-ce qu'on s'est dit en fait? On s'est dit que déjà il y avait une tendance à l'augmentation d'aggro, et notamment fiche en fait, qui était très intéressant dans le metagame, et à une baisse de contrôle. Et on se disait aussi que les combos en fait à base de spell étaient un petit peu en baisse, notamment parce qu'on attendait du fish en fait. Il y avait une mode sous-marin de Yuriko qui était en cours, notamment parce que Alexander en fait disait à tout le monde ouais c'est trop fort, je vais bourrer du monde avec. Et du coup on s'est dit ok il va y avoir plus d'aggro, plus de fish que d'habitude. Qu'est-ce qu'il faut prendre quand c'est comme ça en fait? Au final un contrôle anti-aggro, c'était assez intéressant parce que il y avait de moins en moins de contrôles vraiment à base forte bleue, et les contrôles à base forte bleue galèrent plus face à fiche et face à aggro assez all-in en fait.
tout ce qui est mono-red, etc. Donc c'est pour ça que déjà au tournoi de novembre, dans l'analyse, je vous avais parlé du fait que c'était assez intéressant de jouer un contrôle anti-aggro ou éventuellement un pack un peu fiche, un peu anti-aggro, genre à la Akiri Silas, qui au final il tient extrêmement bien le board, il a l'avantage face à beaucoup de jeux aggro. Il a une composante en fait fiche qui lui permet de pas être déconnant face alors sur la version qu'on choisit en fait, soit face à High Tide, soit face à combo créature en fait. Donc il faut faire des choix, mais ça restait des choix qui étaient assez intéressants. Ensuite, du coup on a pas mal en fait réfléchi à ça et à qu'est-ce qu'on pouvait jouer, et on s'est retrouvé en fait dans une situation en fait on a beaucoup testé, et quoi qu'il arrive, il fallait qu'on fasse des impasses sur des trucs risqués. C'est-à-dire que on savait que dans les hautes tables, il y allait y avoir plusieurs Yuriko parce qu'il y avait la mode portée par Alexander. On savait qu'il y aurait du High Tide, vu qu'il y a il y a une base de joueurs de High Tide qui ne désamplit pas. Et ils sont 3-4, mais ils sont là. Et du coup, ils ont tendance en fait à y en avoir au moins 2 qui arrivent dans les hautes tables, et ça peut directement faire une auto-lose en fait. Et c'est pareil pour Traosimna ou Gitrog. Il y a des joueurs comme ça qui sont tout le temps sur le pack, qui sont très bons, et qui arrivent dans les hautes tables, qu'il faut prévoir. Et c'était ça la difficulté, c'est que si je partais sur par exemple, j'ai testé Aminatou en tant que contrôle anti-aggro. J'avais une liste qui tournait assez bien en fait, avec plein de cartes en fait qui, quand elles arrivent en jeu, vont tuer des créatures. Donc Aminatou, pour vous filer un petit peu, hop, on va pouvoir passer sur les différents onglets. Mais Aminatou, il y a pas mal de cartes qui, quand elles arrivent en jeu, vont faire chier. Donc je pense à Palace Jailer, qui est une star du paquet en fait, parce que on prend le monarque, on vire une créature et on la rend que si l'autre personne devient le monarque. C'est-à-dire qu'on peut faire s'en aller et revenir le Palace Jailer plusieurs fois, et tant qu'on est monarque, on ne rend aucune créature. Et l'idée, bien sûr, avec la dose de créatures et de contre-sorts du jeu, c'est de ne jamais en fait arrêter d'être le monarque. Et ça fait du coup à la fois du CA et de l'anti-créature à répétition. Il y a Gilded Drake, bien sûr, pour voler des créatures à répétition. Ensuite, suivant les versions, il peut y avoir des Muldrifter. Moi j'étais plus sur Spellseeker, qui coûte moins cher, qui va chercher un peu ce qu'on veut. Wall of Omen, c'est tout con en fait, mais ça va tenir des créatures en fait. Rien que Yuriko qui pose son général, on pose Wall of Omen. Bon bah maintenant Yuriko ne passe plus, il va falloir qu'il trouve un truc, il va falloir qu'il trouve Shizuo, qui renvoie son général dans sa main, qu'il le tue, qu'il fasse quelque chose quoi. Donc il y a un certain nombre de petits tricks qui permettaient vraiment de tuer des créatures à la chaîne. Plus de faire des kills assez rapides en fait. Donc je pense là par exemple à Entry the Angels, qui m'a fait faire un kill tour 6 ou 7 je crois face à Zurgo, enfin face à Karizev pardon. Donc il y a un certain nombre de cartes comme ça, comme History of Benalia aussi, qui permettent de floater la table, de prendre vraiment un avantage pas négligeable. Et il y a des cartes comme Liliana of the Last Hope, Architect of Zots, qui est assez intéressant face à Yuriko justement, parce que vous faites +1 et hop, toutes les 1-1 de Yuriko ne font absolument plus rien. Alors faut faire gaffe aux tricks hein, parce que il y a la possibilité de genre un truc qu'on a vu, c'est le mec attaque avec tout alors que tout a 0 d'attaque, puis il joue un de ses ninjas sur Yuriko, il la revoit dans sa main, il a un nouvel attaquant, puis il ninjutsu Yuriko sur une autre de ses 1-1. Du coup il a 2 cartes qui ont maintenant une force d'attaque, qui tapent tous les deux, qui activent tous les deux la capacité de Yuriko. Et je crois que c'était Alexander qui me racontait qu'il avait tué un mec comme ça. Donc le deck fait quand même des moves de l'espace en fait, et c'est ça qui fait la force de Yuriko, c'est qu'actuellement elle crée quand même beaucoup de surprises. Par exemple, donc je vais vous sortir Yuriko aussi, mais Yuriko, en fait il y a pas mal de gens qui comprennent pas encore bien les tricks de phase d'attaque, donc je vais vous la lire. L'idée en fait c'est que, imaginons, j'attaque, je dis t'as des bloqueurs, mon adversaire dit non. Du coup maintenant mes créatures sont attaquantes et non bloquées. Important. Et là mon adversaire dit bah tiens je tue Yuriko. Ok, bah avant les dégâts, je peux encore dire bah très bien je fais un Commander Ninjutsu sur une autre de mes créatures. Vu que les dégâts n'ont pas encore été... On n'est pas encore arrivé à la phase des dégâts. Et, enfin l'étape des dégâts. Et j'ai encore des créatures attaquantes et non bloquées. Donc je peux activer la capacité de Yuriko et en profiter. Donc ça c'est des tricks tout bêtes en fait, mais qui arrivent régulièrement, et il y a encore beaucoup de joueurs qui se font surprendre en fait par Yuriko, ce qui permet au jeu de continuer à performer. Alors performer avec des pincettes, parce que du coup il fait pas top 8 à Palaiso au dernier, mais il a été dans les hautes tables et ça a arraché pas mal de parties. Mais en fait justement
quand on parlait du fait que c'était intéressant de jouer un contrôle anti-aggro ou un pack à la Kiri Silas, il y a pas mal de joueurs qui ont fait ce choix là en fait en décembre. Et c'est justement ça qu'on a aussi essayé de prévoir avec Soratami. C'était ok, il y a ce que la plupart des joueurs vont jouer et ce qu'on sait déjà du metagame, et il y a l'adaptation que les gens vont avoir face au metagame. Et du coup on savait, par rapport à la fois précédente, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de contrôle anti-aggro et plus de fiches avec cette composante anti-contrôle et anti-aggro à la fois, à la Kiri Silas. Et moins de contrôle à base de spell pour compenser. Éventuellement moins de contrôle aussi bleu, beaucoup moins de contrôle bleu. Ce qui voulait dire que ça pouvait être intéressant en fait, de jouer un contrôle anti-aggro, parce que normalement ce genre de jeu se fait punir par combo et par contrôle plus bleu. Du coup, s'il y a moins de gens qui jouent contrôle plus bleu et combo, ça peut passer. Du coup, nous, le choix qu'on a fait en fait, ça a été tout bête. Donc Soratami est resté sur Will Rowan. On est tous les deux en fait restés sur des packs qu'on connaissait bien, parce qu'en fait on a joué, on a testé des tonnes de packs, discuté de plein de decks du format, comparé des match-ups, etc. Et à terme en fait on se rendait compte qu'il y avait vraiment un pierre feuille ciseaux qui nous permettait pas de faire un choix parfait. On savait juste qu'il fallait juste pas du tout jouer aggro. Aggro du coup c'était se taper que des match-ups compliqués avec des mirrors d'aggro, se taper des anti-aggro dans tous les sens, plus les quelques combos qu'il y avait en haut de table, pas pouvoir les gérer forcément bien. Que aggro c'était l'horreur, on voulait absolument pas jouer ça, et de toute façon on est plus des joueurs de contrôle. Par contre, du coup on savait aussi que jouer contrôle à base forte de bleu c'était compliqué. Il fallait, pour Will et Rowan par exemple, il fallait passer un peu plus sur le rouge. Pour Aminatou, il fallait passer un peu plus sur le noir. Il fallait vraiment sortir les cartes d'anti-aggro et essayer de trouver un équilibre qui marche. Et c'est là où du coup Soratami était assez confiant de son équilibre, avec notamment en fait les deux généraux font anti-aggro, c'est à dire qu'une fois qu'on atteint 6 mana, si le mec attaque avec toutes ses créatures, on pose le rouge et on fait hop, je vous ressors aussi Will et Rowan décidément. Will et Rowan qui sont très sympas en fait, parce que je vais vous les trouver. Ah, ça doit être dans Partner Control. Check. Hop. Donc Will en fait, son plus 2 va permettre de de transformer 2 créatures en 0-3 sans capacité. Donc ça c'est son plus 2, et déjà ça bloque bien aggro en fait. Souvent c'est l'équivalent d'une brasse en fait, et ça force l'adversaire à overextend en fait, à mettre trop de cartes sur la table, et du coup à se faire punir par tout ce qui est un Slack Storm par exemple. Hop. Donc là dans sa ancienne liste je vois pas grand chose en rouge, c'était vraiment une liste à base bleu forte. Bon, je vois pas de Rasboard dans le sien. Ah mais c'était celle de Tommy aussi. Voilà, Soratami c'était ici. Hop. Donc là par contre il y a le Stack Storm. Donc l'idée c'était justement Will force la personne à s'overextend, et Rowan va permettre de le punir en fait, en forçant tout le monde à attaquer, puis en collant 3 dommages à toutes les créatures engagées, ou en jouant des cartes comme Sweltering Suns, etc. qui vont coller des dégâts à toutes les créatures. Et du coup, du fait que ces deux généraux en fait permettent vraiment de faire de l'anti-aggro, on peut se permettre ensuite d'avoir un peu plus de base bleue, ou de se focaliser un petit peu plus sur Fish, qui est le match-up contre lequel on aura du mal à passer un rituel à 6. Fish qui va justement mettre quelques menaces bien ciblées, et après surtout de la disruption. Et typiquement un simple spell pierce va du coup venir enrayer son plan là. Donc voilà, il est parti plus sur cette approche là, qui était tentante, mais lui aussi du coup il savait déjà que face au fish avec le plus de contre il aurait plus de mal, mais on partait aussi du pari que vu qu'il y aurait moins de contrôle, il y aurait peut-être un petit peu moins de contre dans ces listes là, qui seraient un peu plus orientés anti-aggro avec des blasts. Et d'ailleurs ça s'est confirmé quand on a vu des jeux comme Akiri Timna à base forte de blast en fait, qui jouaient toutes les incinérations possibles. Donc voilà, de mon côté, le pack que je maîtrisais le mieux c'était Teferi. Et Teferi, ce qui était assez intéressant, c'est que j'étais pas mal en fait face à tous les combos, face à tous les contrôles, face à tous les aggros,
Et ce qui me posait le plus problème, c'était Fish ou Agro Control, tout ce qui est en fait les jeux qui posent une menace et qui font la disruption à la fois. Où là c'est le plus difficile pour moi. Typiquement, Traostimna qui avance dans sa combo et qui pose des cartes comme Révocateur Phyrexian, ça c'est un vrai problème. Le Révocateur Phyrexian, hop, que je vous le sorte. Donc c'est l'aiguille à sectionner sur patte qui est pour 2 une 2-1 et quand elle arrive en jeu on nomme une carte non terrain et les capacités activées des sources de nom ne peuvent pas être activées. Et du coup c'est pour ça qu'on dit non terrain parce que justement il faudra pas pouvoir bloquer des capacités de mana et bloquer le jeu adverse, hein, voilà, les classiques. Donc voilà, typiquement moi ce que je craignais c'était les jeux qui pouvaient venir me disrupter ma combo tout en me mettant de l'agression. Et typiquement, des cartes difficiles à gérer, c'est une foudre par exemple en fait, parce que pour partir en combo, je vais avoir besoin de mon général en fait. Donc partons sur mon deck. Le principe de Teferi c'est que soit c'est une one card combo avec Stase, c'est-à-dire que le -1 me permet de dégager 4 permanents, et Stase dit on passe nos étapes de dégagement, et par contre il faut que je paye un bleu à chacun de mes entretiens si je veux garder la Stase. Et Stase normalement est une carte bon, disons très compliquée à jouer parce que la dernière personne à dégager, enfin la première personne à dégager ce sera mon adversaire. C'est-à-dire que le tour où je peux plus payer, ma Stase va dans mon cimetière à mon entretien, ce qui veut dire que j'ai déjà passé ma phase de dégagement, donc là je pioche et je suis toujours paralysé. Donc mon adversaire dégage et me tue. C'est pour ça que Stase est d'habitude une mauvaise carte, mais avec Teferi, qui du coup une fois de temps en temps dégage 4 permanents, les résultats me fait piocher, ça me permet de choper plein d'îles et d'avoir tout le temps en fait des îles dégagées pour payer ma Stase, voire même d'avoir du mana en rab pour contrer. Donc je suis vraiment ultra safe. Donc Stase c'est ma première one card combo. Et ma deuxième option en fait c'est avec le voile de chaîne. Donc l'idée c'est que, imaginons, je suis tour 4, je fais pour un High Tide. Donc High Tide, il va dire que jusqu'à la fin du tour, quand un joueur engage une île pour du mana, ça ajoute un bleu en plus. Il me reste 3 îles, donc j'ai engagé les 3 et j'ai 6 mana. Là je joue Teferi, et je fais -1, je dégage mes 4 îles, j'engage, j'ai 8. Et là je joue le voile de chaîne pour 4, et j'ai 4 encore pour l'activer. Et du coup là en fait je vais faire des boucles où je peux faire -1 de Teferi, je dégage le voile de chaîne et 3 îles. Je fais 6 mana avec les îles, j'en paye que 4 pour le voile de chaîne. Ce qui veut dire que, en fait, du coup, la première fois j'avais 5, donc je passais à 4 pour jouer le voile de chaîne. Il me reste donc 4 activations de Teferi avant qu'il soit vide et que je doive le rejouer. Ce qui veut dire que j'aurai 8 mana en fait. J'aurai 8 mana quand Teferi va mourir, c'est-à-dire pile ce qu'il faut pour le rejouer. Et à ce stade-là, en fait, le voile de chaîne, c'est... en fait, ça compte pour chaque arpenteur, et ça se cumule en fait. Même si je joue des nouveaux arpenteurs, ils profitent encore des activations. Là, j'ai activé 4 fois le voile de chaîne. Du coup, 4 ou 5, bon, peu importe. En tout cas, j'ai des activations du voile de chaîne en rab. Je vais jouer un nouveau Teferi. Ce qui veut dire que avant même que j'ai à repayer du mana pour le voile de chaîne, je peux déjà activer 5 fois sa capacité. Donc je vais pouvoir faire plein de mana, piocher plein de cartes. Et en fait c'est ça qui se passe, c'est que du coup je vais jouer des Teferi à l'infini en le vidant à chaque fois et en le rejoignant. Et à la fin du coup j'ai activation de Planeswalker à l'infini, je peux piocher tout mon jeu et du coup je peux trouver mes autres Planeswalkers comme Jace, comme Tezzeret et comme Ugin surtout pour tuer. Donc je trouve Ugin et je fais une infinité de plus 2 qui lui colle 3 dégâts à la tronche. Donc je le tue comme ça. Ça c'est mes deux manières de gagner principales on va dire. Parce qu'après je peux trouver des trucs genre tuer aux phases d'attaque avec Treachery ou avec Vedaken Shackles. Je peux tuer à l'ultimate de Jace, je peux inventer des trucs, mais c'est rare. Voilà. Une alternative à High Tide pour pouvoir partir en combo avec le voile de chaîne, c'est Monolith de Basalt, qui du coup fait directement 3 mana, ce qui va dire que je vais avoir 3 incolores, 2 îles. Donc voilà, ça me permet quand même d'ajouter 5 et d'avoir un petit peu de mana en rab. C'est pas parfait, mais ça fait le taf. Et l'anti-extraplanaire, qui fait le même effet que High Tide, mais qui nécessite que je retire une île que je contrôle et qui coûte 3 à poser, donc c'est dangereux. Faut faire gaffe quand je la joue. Mais par contre, je peux la tutoriser avec Weir of Invention ou avec Tezzeret. Donc ça peut me permettre des options en plus, quoi. Voilà, donc on a à peu près fait le tour. Si, pardon, j'oublie
quand même le prince de ce deck là qui est Emrakul. Parce que en fait c'est tout bête, mais si j'ai pu jouer Teferi, ça veut dire que le tour d'après potentiellement je joue une île, je dégage 4 permanents, je peux avoir 11 mana, potentiellement j'ai joué 2 types de cartes dans mon cimetière, donc en fait c'est très facile de faire tour 7 Emrakul par exemple. Vraiment nature. Et Emrakul, bah souvent quand on dégage avec on a gagné. Voilà, on a déjà plié la main et le board adverse en fait pendant son tour, donc c'est assez efficace. Donc l'intérêt en fait de ce jeu là c'est que ça déroule tout ce qui joue pas à cette disruption. Mais par contre en effet il y a près de toutes les disruptions qui me touchent. C'est-à-dire que de la défausse sur High Tide, le voile de chaîne, un tutor, etc. ça m'handicape. Tout ce qui est, on parlait de révocateur Phyrexian, ça bloque la capacité de mon arpenteur, il donne Teferi à Archimage temporel. Et bah là je suis un peu embêté parce que je peux activer aucune de ses capacités, ce qui veut dire que mes plans principaux pour arriver vers la victoire sont paralysés. Et imaginons que j'essaie de partir en combo voile de chaîne. Si en réponse on me fait foudre sur Teferi et il a plus que un marqueur loyauté, vu que j'ai fait -1, ben ça veut dire que je peux pas partir en combo en fait, je vais devoir trouver autre chose. Ou alors attendre un tour. Et pareil si on me casse le voile de chaîne ou des trucs du genre en fait. Donc il y a un certain nombre d'options pour me ralentir. Et ça reste un jeu qui en théorie je peux gagner tour 3, je l'ai jamais fait. Voilà, c'est peut-être arrivé une fois en test sur 2 ans. Donc c'est vraiment rare. C'est régulier que je puisse tuer tour 4, mais en fait, comme je le disais je crois dans l'autre vidéo, sur tout le tournoi, et je vous raconterai, hein, mais du coup sur tout le tournoi, j'ai essayé 3 fois de partir tour 4, les 3 fois on m'a disrupté, j'ai pas pu. Donc c'est pas si facile que ça. Et le fait est que, à côté de ça, vous prenez en fait Karizev par exemple, ben Karizev ça peut tuer tour 4-5, hein, Saskia pareil. Donc les agros ont vraiment la possibilité de me ralentir juste un tout petit peu et de me tuer. Et pareil pour surtout du coup tout ce qui est agro contrôle en fait. Parce que si le agro est trop all-in, je joue pas assez de cartes pour créer la surprise ou pour me blaster ou pour me ralentir en fait, là oui en effet je vais gagner. Parce que moi j'ai des contres, j'ai des boosts, j'ai de quoi aussi ralentir mon adversaire. Et c'est ça qui est assez intéressant en fait dans les match-up contre les jeux agro contrôle, c'est que c'est 2 jeux tempo qui s'affrontent. Alors lui il joue tempo avec des créatures, moi je joue tempo avec une combo, mais on est tous les deux en train de s'entre-ralentir pour être le premier qui part en combo. Donc voilà pour un petit peu l'intro. Donc moi j'ai choisi de partir sur Teferi que je connaissais bien parce que je me disais le seul jeu contre lequel je me fais défoncer c'est Yuriko et je n'en attends pas non plus 35. À côté de ça tout le reste c'est jouable. Et même s'il y a d'autres match-ups qui sont pas faciles, genre justement les fiches qui sont assez nombreux, les contrôles très bleus, très drogo qui peuvent être compliqués, enfin voilà, je me vois réussir à faire la différence parce que je connais bien mon paquet. Donc partant de là, on est arrivé au tournoi et voilà, un snap prêt à récupérer, on a pu commencer. Et du coup, voilà, levé 7h, arrivé 9h30, 10h on commence et j'affronte Axel avec son Tymna Akiri, alias Akimna du coup. Et donc Axel c'est un habitué du format en fait qu'on voit depuis longtemps au tournoi parisien. Et cette ronde 1 est donc pas vraiment un cadeau. Heureusement il joue en aggro sans bleu, donc ça part plutôt bien. Et par contre je vais découvrir assez vite que c'est un aggro qui pose peu de menaces mais qui sont plutôt efficaces et qui joue pas mal de disruption. Donc en fait il se concentre sur des permanents qui imposent des contraintes de jeu, donc type passeur de la mer creuse et sur des blasts. Et en fait ce qui est assez intéressant, on en discutait avec lui, c'est que Akiri Silla ça n'a pas forcément tant de cartes si fortes que ça en bleu. Se passer d'une couleur ça handicape pas tant que ça le jeu, on peut trouver d'autres cartes intéressantes à jouer. Et Silas en fait il demande un setup, il demande à ce qu'il y ait des artefacts qui soient au cimetière, c'est possible des bons artefacts, sinon il fait moins de choses. Et en termes de anti-aggro il est un petit peu redondant avec Akiri. Akiri en fait déjà tient un board correctement, avoir une 2-2 contact mortel en plus c'est cool, et en plus c'est un artefact qui vient renforcer Akiri, mais c'est pas forcément obligatoire non plus. Et du coup ce qui est assez intéressant c'est que Tymna du coup propose une source de card advantage qui n'est pas conditionnelle. En plus ça permet d'avoir un peu moins de couleurs, donc être un peu moins sensible à Blood Moon. Donc c'est une version assez intéressante de cet archétype là. Et du coup l'idée c'est qu'il va vraiment faire plein d'horreurs à coup de grosses phases d'attaque, Jambière d'éclair, Phyrexian Revoker, des blasts et j'en passe pendant les 3 games en fait. Et vraiment quand il y a des moments où je sais qu'il a un blast en main pour monter Ferry, il a son Phyrexian Revoker sur la table équipé de Jambière d'éclair, Akiri à côté. Moi je suis en mode
comment je remonte. En fait, le problème, c'est que la 1, je connais pas encore bien son deck. Et à un moment, j'ai l'option de partir en combo et je me prends un tour en fait pour mieux jauger son deck, mieux tourner autour d'éventuels blasts, etc. Et au final, j'ai bien fait parce qu'il avait un blast en main. Mais du coup, il m'enchaîne toute la misère du monde. Et voilà, en fait, c'était vraiment compliqué. Il me fait une première partie où j'aurais juste rien pu faire, quoi. C'est-à-dire que pour partir en combo, j'étais bloqué. Pour le temporiser, il faisait trop mal. Enfin, voilà. La 2, je prends de la disruption un petit peu pareil, mais j'arrive en fait à la ralentir suffisamment. Et du coup, à partir en combo. Et la 3, c'est là où c'est un scandale, en fait. C'est-à-dire que lui, il met vraiment en PLS. Il a différents permanents qui me bloquent. Il m'a mis, je crois que je suis à 3, un truc du genre. Ou à 1, enfin voilà, je suis vraiment pas grand chose. J'ai temporisé tout ce que je pouvais. Et en fait, à son tour, pour survivre, j'ai fait un Into the Roil kické. Donc Into the Roil, c'est je bounce une carte et je pioche une carte quand je le kick. Et grâce à ça, j'ai pioché High Tide. Et bon, c'est pas mal, j'ai la moitié de ma combo. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais piocher derrière en fait? Et je pioche pour mon tour, et là je pioche Spirale Temporelle. Spirale Temporelle, c'est pour 6. Je l'exile. Chaque joueur mélange son cimetière, sa main dans sa bibliothèque, puis pioche cette carte, et ensuite je dégage 6 terrains. Du coup, avec avec High Tide, qu'est-ce que ça veut dire? C'est je paye 1, toutes mes îles vont fournir 2, donc je gage 5 îles de plus, j'ai 10, j'en paye 6, je joue Time Spiral, je dégage mes 6 îles, je me retrouve avec 7 cartes en main, 4 mana bleus en rab, et toutes mes îles qui font encore 2 mana au lieu d'un. Et bah derrière, c'est bon, je suis parti en combo en fait, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, avec 7 cartes et 1 million de mana, c'était bon quoi. Donc forcément, Axel était un petit peu dégoûté parce que de toute façon c'est pas fini tant que je suis pas à 0 point de vie vraiment dans ce jeu là, c'est à dire que je peux revenir de l'infini. Et là vraiment j'ai lui fait un top deck très sale. Et du coup c'est le moment où il me dit bon t'as intérêt à gagner un max pour que tu me pourrisses pas mon départage. Et j'ai pris ça très à cœur tout au long de la journée. Ronde 2, j'affronte Thomas avec Yuriko. Et là c'est le moment où dans ma tête je me dis un peu mais pourquoi est-ce que j'ai pas joué à Minato? Aminatou, je l'ai pas joué parce que j'ai pas trouvé un équilibre satisfaisant avant le tournoi en fait. C'est-à-dire que le samedi, je suis arrivé, en fait, je pouvais pencher en faveur de anti-aggro et là je déroulais tout ce qui jouait des créatures, Fish y compris, Yuriko y compris. Mais j'étais vraiment trop faible face à aggro bleu ou High Tide, face à contrôle bleu ou High Tide. Et du coup j'ai commencé à refaire l'équilibre, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? C'est que je prends une carte qui est bonne face à Aggro et compagnie mais qui n'est pas bonne face à Control et High Tide, et je me dis qu'est-ce que je pourrais prendre qui remplit à peu près le même, rôle, mais qui sont un petit peu meilleurs contre mes mauvais match-up. Qu'est-ce que je peux faire comme petit swap comme ça qui font que je continue à jouer des cartes de qualité mais que au final je me mets pas trop en danger, je me retrouve pas avec trop de cartes mortes face à contrôle. Donc typiquement un des choix que j'ai fait c'était de retirer la nouvelle Liliana qui met des -2 -1 et qui avec Aminatou est assez intéressante parce que -2 -1 sur un Yuriko ça fait le taf. Si je le fais 2 fois par tour je peux tuer des créatures, je peux en handicaper plusieurs, etc. Mais face à un contrôle par exemple ça fait absolument rien et j'ai pas suffisamment de créatures en fait pour ramener, faire du card advantage, etc. Donc j'ai commencé à envisager des cartes comme Dovinman par exemple qui fait mon 3/0 donc ça bloque aussi une créature mais ça a l'option de me faire du CA contre contrôle, ou encore Gideon des épreuves qui peut faire Maze en fait qui bloque un permanent à chaque tour, ou alors ça se transforme directement en 4/4 humain qui va pouvoir aller attaquer et en fait faire du taf. Donc voilà, j'ai essayé de trouver des cartes, faire des swaps comme ça, et je me suis retrouvé en fait à faire des parties hyper équilibrées face à contrôle bleu et face à High Tide. Donc je me suis dit génial, et je reteste face à Aggro et Yuriko, et là je me fais dérouler, je fais ah. Donc en fait l'équilibre est encore à revoir, donc c'est le problème en fait, il faut que je travaille encore l'équilibre, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver qui permet au jeu d'être un petit peu... en tout cas de ne pas être ingagnable contre les jeux importants du metagame et d'en avoir certains où vraiment on est avantagé. Mais voilà, ça demandera plus de travail et malheureusement dans le temps imparti j'ai pas réussi à atteindre cet équilibre là. Du coup, pourquoi est-ce que j'aime pas Yuriko? Yuriko, le problème c'est que je la bounce, ça sert à rien, je la contre, c'est pas possible. Et du coup elle fait du card advantage à mon adversaire, elle lui file plus de contre de divers sorts en fait pour me ralentir, et elle me colle plein de dégâts par tour.
Donc ça c'est vraiment frustrant et galère en fait. Et je sais que c'est mon pire match-up. Je sais que c'est quasiment ingagnable, que je risque de me prendre mon 2-0 en fait. J'avais fait l'impasse dessus. Et la 1, il commence, mais je garde une main avec Mental Misstep. Donc Mental Misstep, c'est... je peux du coup, hop, je vous la mets ici. Mental Misstep, je peux payer un bleu ou 2 points de vie pour contrecarrer le sort ciblé qui coûte 1 mana. Pourquoi est-ce que je joue ça? C'est pour les 1-1 imbloquables de Yuriko, pour les petits sorts genre Spell Snare, Spell Pierce ou Force Spike, pour les défausses comme Duress ou Saut de Seize, pour les blasts comme Foudre, pour les Elfa Mana de tout ce qui est Traostimna, etc. L'Anneau Elf ou Noble Hiérarche. En fait, ça a vraiment beaucoup d'utilité dans le metagame. Et sans que plus un format est compétitif et rapide, plus il y a de cartes à 1 mana en face et plus Mental Misstep est intéressant. C'est pour ça que c'est ban en Vintage et Legacy. Et en Moderne aussi, je crois. Enfin voilà, c'est ban à peu près partout parce que justement ça... En fait le problème c'est que ça contre tellement de trucs qu'après les gens se mettent à jouer Mental Misstep aussi et on se retrouve avec 100% de jeux qui jouent Mental Misstep. Donc ça tue un petit peu la créativité et la diversité dans le format quoi. Du coup là ce qui était super intéressant, je me dis génial, il va jouer sa 1-1 pour 1, je vais la contrer. Et avec un peu de chance, s'il en avait qu'une dans sa main de départ, ou voilà, enfin je vais peut-être pouvoir gagner du temps et du coup gagner la partie. Et là il me fait tour 1, Land Ornithoptère qui coûte 0. Et à partir de ce stade là, je suis jamais revenu en fait. Tour 2 il a posé Yuriko et il m'a tapé dans la tronche. Et j'ai eu beau essayer de temporiser etc. Ça allait trop vite, ça allait trop fort, il avait trop de disruption, c'était fini quoi. Donc c'est typiquement le genre de match-up en fait où Baral peut être intéressant. Parce que Baral c'est une 1-3 pour 2 et ça peut venir bloquer un Yuriko. Donc c'est pas parfait pour autant parce que si je joue Baral, je peux moins facilement partir en combo parce que j'ai pas une partie de ma combo qui est en command zone. Et ça reste une 1-3 qui est une de mes seules créatures qui du coup se prend tous les anti-bêtes adverses. Alors que l'un des grands intérêts de Teferi c'est de jouer aucune créature à cibler en fait. Mon général c'est pas une créature, Emrakul il a la protection contre les éphémères. Et Snapcaster et Spellseeker, une fois qu'ils sont arrivés en jeu, ils ont déjà fait leur taf. Donc tu peux mettre un anti-bête dessus, j'en ai rien à carrer. À la limite, ça fait justement perdre du tempo parce que tu veux pas que j'ai un bloqueur ou je ne sais quoi, donc ça me va aussi quoi. Mais voilà, si je joue Baral, par contre, là, ça veut dire que j'ai sacrifié en fait cette force-là pour avoir une 1-3 qui, ça se trouve, va prendre tous les anti-bêtes du monde. Donc voilà, c'est un choix qui est compliqué. Du coup, game 2, il recommence avec une sortie agressive avec laquelle j'ai encore une fois du mal à interagir en fait. J'arrive quand même à poser Teferi, mais j'ai pas ma combo. Il me bourre, mais vraiment, il enchaîne en fait des attaques sur moi et il arrive à me mettre jusqu'à 4 points de vie. Et là, pendant genre facile 8 tours, j'ai réussi à gagner du temps. Et en fait, que à coup de hop, Blink of an Eye, je te renvoie ta créature qui allait me DPS et ça marche. Commandement cryptique, j'engage toutes tes créatures. Évacuation, je renvoie toutes tes créatures dans ta main. Exhaustion, tu dégages pas tes créatures. Enfin voilà, j'ai réussi à gagner un temps fou en fait. Vraiment à coups de comme ça. Et malheureusement, voilà, j'ai gagné un temps fou. Et en fait, je pense que c'est l'une des grandes forces qu'il faut avoir quand on joue à un jeu comme Teferi. C'est de réussir en fait à temporiser. Parce que en fait, connaître les combos, etc., c'est facile. Et ce qui va faire la différence dans tous les match-ups compliqués, c'est combien de temps est-ce que vous arrivez à gagner pour piocher votre combo en fait. Et du coup, j'ai vraiment réussi à temporiser sur cette partie, mais malheureusement, ça n'a pas été assez. Et le tour où il a eu raison de moi, j'étais dégoûté parce que j'avais Time Spiral sur le dessus de mon deck en fait. Donc le tour d'après, je pouvais faire Time Spiral et ça se trouve revenir, partir en combo ou je ne sais quoi. Donc voilà, un tour de plus de gagner et peut-être que je gagnais cette partie-là et on avait droit à une troisième partie. Mais ça a été une très belle partie du coup avec énormément de choses qui se sont passées. Petit fait notable qui était assez intéressant. À un moment, il demande à attaquer, donc il déclare sa phase d'attaque. Enfin, ouais, il dit phase d'attaque et moi je dis à Totor en réponse Cryptic Common. Et en fait, on a eu un quiproquo entre moi qui me souvenais pas bien de mes structures de phase. Et l'arbitre et lui en fait, et du coup je me suis retrouvé à faire mon commandement cryptique en fin de phase principale, alors que normalement l'idée c'est que dans la phase d'attaque il y a plusieurs étapes qui sont début, déclaration des attaquants, déclaration des bloqueurs, dommage puis fin de combat. Donc en fait en phase de début, hors de la phase principale, j'ai le droit de dire je gage toutes tes créatures et du coup en étape de déclaration des attaquants, il n'y a plus rien à déclarer et du coup je prends pas de dégâts ce tour-ci. Malheureusement du coup si je le fais en fin de phase principale,
bah, je fais Cryptic Command. Et suite à quoi, il a encore le droit de jouer des cartes, en fait, des rituels. Donc il pose son terrain, il fait d'autres trucs, etc. Bon, ça n'a pas changé, au final, la manière dont la game s'est passée. Et donc je pense pas que l'impact a été énorme. Mais c'était assez intéressant d'avoir un petit rappel des étapes et de à quel point c'est important. Parce que, bah, alors en l'occurrence, ça aurait pu me coûter cher si éventuellement, ouais, il rajoutait d'autres cartes ou je ne sais quoi. Donc je me retrouve à 1-1 en fait, après avoir pris mon 2-0. Et je vais demander en fait si c'est possible de passer à 5-2 ou à 5-1-1. Et on me répond que même 5-1-1 c'est tendu. Et du coup c'est ce qu'on appelle le mode sous-marin. C'est qu'à ce stade j'ai pas le choix. Pour le top 8 en fait il faut que je gagne les 5 rounds suivantes. Donc bah on y va, hein, faut y aller hein. Donc ronde 3, ronde 3, je suis désolé je suis enrhumé en plus donc j'accumule. Ronde 3 je suis contre Sylvain avec Queen Marchesa. Et apparemment quand on arrive avec High Tide face à Queen Marchesa, il y a un nouveau gag en fait qu'il faut faire, que j'ai appris à ce tournoi. Apparemment il faut se lever, il faut hurler « Je vais le réguler pour toi Sylvain !» Enfin Févin en l'occurrence. Et c'était une des blagues voilà, qui tournait au tournoi. L'origine de cette blague en fait c'est que en fait il y avait High Tide, Baral, Teferi qui étaient pas mal discutés en fait sur des forums comme Magicville pour la dernière banlist. Et un des arguments en fait pour le fait que High Tide soit toujours légal dans le format, c'était que ça permet de réguler des jeux comme Gitrog, comme Queen Marchesa, voilà, de faire en sorte que d'œuvrer comme garde-fou contre les contrôles anti-aggro qui sinon en fait il y a tellement de fiches et d'aggro all-in etc que ce serait difficile pour un contrôle vraiment genre Click Vendilion en fait de performer dans le metagame. Du coup, sans contrôle, enfin sans combo High Tide, les jeux en fait contrôle anti-créature manqueraient de prédateurs et pourraient dominer largement le metagame. Et en fait, apparemment, c'est un running gag comme quoi, autant Gitrog, il y a un certain nombre de gens qui trouvent que c'est un bon argument parce que le deck est vraiment fort et enfin voilà, il fait régulièrement top 8 et il est vraiment dur à gérer et les joueurs qui le jouent sont vraiment tout le temps en tête et déroulent énormément de match-up quoi. Autant Queen Marchesa, bon, il y a beaucoup de joueurs qui trouvent que c'est un petit peu fallacieux comme argument parce que au final, il y a beaucoup de jeux qui peuvent accrocher une victoire face à Queen Marchesa parce que le jeu a tendance à s'épuiser tout seul, à avoir une myriade d'anti-créatures, mais dès qu'il faut gérer autre chose, c'est la merde, enfin voilà. En tout cas, mon adversaire connaît le match-up Queen Marchesa High Tide et il sait que c'est cataclysmique, hein, c'est pas en sa faveur, donc il est pas très joasse. En fait voilà, il me dit bon bah c'est très simple, tu vas contrer tout ce que j'essaie de faire d'impactant et ensuite tu vas partir en combo. Et c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire que voilà, il va jouer son général, des trucs divers et variés, des arpenteurs, mais en fait le problème c'est qu'il a pratiquement rien qui m'impacte dans son jeu, c'est-à-dire qu'il prend sa main et il y a des landes et des cartes mortes. Il a tellement peu de cartes impactantes que le peu de trucs que j'ai pour gagner du temps c'est largement suffisant en fait. Donc une version qui jouerait un peu plus de blast pour m'empêcher de partir en combo, plus de menaces, de créatures ou autre, ça pourrait être intéressant. Mais là en version vraiment contrôle anti-créature, bah ça sert à rien, j'ai pas de créature et du coup je fais ce que je veux quoi. À la deuxième game, ce qui est intéressant c'est qu'il est en train en fait de swapper sur Zurgo Mardu. Hop, donc c'est le Zurgo qui est plus gros et qui tue en 3 phases d'attaque. 7-2 célérité. Et en fait, ce qui se disait, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, il va avoir du mal à passer son général qui coûte 4, qui coûte 5, que ça change pas grand chose. Mais si Queen Marchesa passe, l'impact est minime. Si Zurgo passe, il peut me tuer en 3 phases d'attaque ou one shot Teferi. Donc c'est dit, tiens, bah, je vais tenter le swap, on sait jamais, c'est peut-être intéressant. En pratique, ça changera rien, vu que je vais lui faire Memory Lapse Remand et puis on passe à la. Enfin, du coup, il n'y a pas de 3, vu que je lui ai collé 2 heures. La ronde 4 c'est un peu la même en fait. Je suis face à Charles avec Atraxa et en fait je pensais que c'était un Atraxa contrôle bleu et je suis assez rejoint en fait parce que j'adore les miroirs de contrôle hein. Je suis comme Soratami, je fais partie de ces gens étranges qui aiment les miroirs de contrôle et qui trouvent que c'est vachement intéressant. Et j'ai même prévu un tuto sur les miroirs de contrôle pour espérer vous communiquer à vous aussi cet amour des miroirs de contrôle. Et par contre mon adversaire est beaucoup moins joyeux et il a l'air de trouver que le match-up est juste chiant.
Et en fait j'ai vite compris pourquoi, c'est parce qu'il joue uniquement en rituel. Du coup c'est un Atraxa qui est plus à base d'arpenteur, qui est plus centré sur le blanc et le noir que sur le rouge, que sur le vert ou le bleu. Et c'est dommage en fait parce que c'est le bleu ici qui l'aurait aidé, qui lui aurait permis de faire quelque chose face à moi. Et du coup là il enchaîne en fait des sorts qui sont très lourds, que du coup je contre ou je bounce ou des trucs du genre. En fait je tempo tranquillement, mais que tous ces sorts sont beaucoup trop lourds par rapport au coup de me remettre contre sort, hein. Moi je contre pour 2 mana, lui il me sort un arpenteur pour 5, c'est pas la même chose, pareil pour Atraxa. Et en fait le pire c'est que en soi il avait quelques menaces à essayer de faire valoir, comme il me fait tour 3 Trondheim Nemesis alors que je me suis full tap pour faire un tutor. Il me fait tour 4 Atraxa, etc. Et en fait j'en ai rien à carrer parce que je fais Order of Succession sur Trondheim Nemesis, il joue Atraxa. J'attaque avec Trondheim Nemesis qui a la protection contre moi, pas contre lui. Du coup, il l'empale avec sa Atraxa, il gagne 4. Et moi, je fais Snapcaster Mage qui reprend Order of Fixation. Je crois que j'avais un médaillon bleu ou un truc du genre. Enfin, du coup, je lui refile mon Snapcaster, je prends son Atraxa. Et en fait, voilà, j'ai enchaîné tous les trucs les plus horribles du monde en fait. Parce que je lui ai volé son général avec Fear Vidalken ou Order of Succession. Et la 2, je l'ai mis sous stase. Ce qui veut dire que moi je dégage la lui non, donc en fait, et en plus je trouvais pas mon kill, donc on passait tous les deux nos tours à dire bah je pioche, je pose mon terrain et à toi quoi. J'avais 3 contre en main, donc il avait aucune chance de revenir de ma stase. La une, je suis parti je l'ai mis sous Emrakul, il avait quand même de quoi me le tuer, mais derrière je suis parti en combo, enfin c'était vraiment l'horreur, je lui ai fait toutes les pires choses que mon deck peut faire, et il avait pas vraiment de quoi gérer en face, donc en effet c'était pas la game la plus agréable pour lui. Et comme le disait justement un pote suite au tournoi, c'est un peu l'équivalent Magic du goulag, c'est-à-dire que tout ce que tu fais se fait contrer, voler, et même ton tour entier à coup d'Emrakul, tu te fais loquer, comboter, enfin c'est l'horreur quoi. Je lui ai même cassé un de ses terrains avec sa propre Wasteland. Donc j'ai attaqué sa main, ses terrains, tout. Donc oui en effet c'était pas très agréable. Mais c'est là où vraiment Teferi c'est fait pour défourailler du contrôle lourd en fait. Vraiment, ils peuvent rien faire, ils sont anti-aggro, ils ont 80 cm, je joue pas de bête. Donc c'est mon match-up préféré. Et du coup ça c'était mes 2 match-up où il y a eu no match de la journée, et ça a été les seuls en fait. C'est-à-dire tout le reste de la journée, il y a eu match. Il y a eu des trucs qui se sont passés où j'aurais pu me faire tuer, j'aurais pu prendre mon 2-1 et du coup pas réussir à aller aussi loin. Là oui, contrôle focalisé sur les anti-créatures, j'en ai rien à carrer. Ronde 5, j'affronte Alexandre avec Selvala. Et ça c'est assez marrant parce que c'est un deck que je vois assez régulièrement en EDH multijoueur compétitif, donc les tables de 4 qui essaient de comboter le plus vite possible, qui peuvent tuer tour 3, 4, etc. Donc c'est marrant en fait comme variante, moi j'aime bien. C'est hyper rapide, hyper intense, et du coup c'est vraiment un autre délire que le DH convivial, où j'ai des decks de DH convivial et j'ai des decks de DH compétitif. Le DH convivial, il y a beaucoup de choses qui se passent sur beaucoup de tours. Le DH compétitif, il y a beaucoup de choses qui se passent sur peu de tours. Donc il y a autant d'actions mais très condensées en fait. Et je trouve ça du coup assez dynamique et assez marrant. L'idée c'est que en fait il peut faire tour 1 Elf, tour 2 Selvala et tour 3 un Groton qui va lui faire plein de mana. Et il va enchaîner avec bâton de domination ou manteau de l'ombre ou un truc à la con comme ça en fait. Et du coup il peut me tuer tour 3 en fait. C'est ça qui est assez violent avec Selvala. C'est explosif, et en fait il y a des sorts comme Vigne de Vaste Bois qui peuvent vraiment faire la game en fait. Et ça c'est un truc qui est très fort dans Surak, dans Arabo, etc. C'est leur moyen de me disrupter malgré le manque de contre-sorts ou trucs du genre. C'est que en fait les kills rapides c'est assez rare. Souvent je suis quand même obligé de me battre pour trouver ma combo et de temporiser un max. Et tout ce qui m'empêche de temporiser, ce qui me surprend en fait, peut vraiment me tuer. Donc un petit sort, hop, +2/+2 hexproof au moment où j'avais bouncé. Et du coup, le petit chaton qui était 2-2, qui est passé 5-5, du coup, que j'aurais dû bouncer, qui à la place devient 7-7 et me tape quand même, ça fausse tous mes calculs et ça m'envoie en l'air quoi. Donc là, typiquement, c'est à ça que je fais gaffe en fait face à Selvala. Et malheureusement, en fait, les 2 parties, il a pioché un peu trop de land incolore, donc je sais pas s'il en jouait trop dans sa liste, à voir, ou s'il a juste pas eu assez de chance en fait. Mais du coup, il avait pas assez de terrain qui produisait du vert, et il est plombé en fait par des cartes avec beaucoup de colorés. C'est tout bête, mais rien que par exemple la 5-4 pour 3 verts, dont j'ai totalement oublié le nom, mais qui est un elfe en fait, qui du coup sert à avoir 5 de force sur table pour Selvala. Ben là, ça le plombe de ouf parce qu'il a juste pas le bon nombre de verts.
Et du coup, bah, j'ai bouncé Salvala, contré Salvala, fait des petits trucs du genre pour m'assurer qu'ils combotent pas, qu'ils partent pas trop loin, quoi. Et puis, le pire en fait, c'est que je lui ai vraiment fait de la disruption assez efficace. C'est-à-dire, par exemple, il commence, il fait tour 1 elfe, tour 2 Salvala, et moi je fais note de force. Donc, contrairement que tu payes 1, bah, il a pas pu payer 1, mais c'était fini. Fun fact, du coup, un des trucs marrants qui s'est passé sur une des games, je lui ai demandé de payer 2 en fait, avec une erreur de calcul, alors qu'il avait qu'un seul mana. Et en réponse, il fait Pacte de l'invocateur. En fait, j'avais fait une blague sur Guide spirituel elfe que je pensais pas qu'il jouait à la game précédente. Et cette fois, il avait son Pacte de l'invocateur. Donc, il y pense. Il fait Pacte de l'invocateur, il va chercher Guide spirituel elfe, il le retire de la partie, il paye les 2. Et là, moi, je fais ok, très bien. Bah, Salvala est là. Et à mon tour, j'ai bouncé Salvala avec un clin d'œil. Et bouncé sa forêt avec commandement cryptique. Et du coup, il avait plus les 2 verres pour pouvoir payer son pacte de l'invocateur. Et il est mort sur son pacte à son entretien. Donc, grâce à ça, je gagne 2-0. La round 6, je suis face à Nicolas avec ce Tatiova. Et c'est encore un jeu du coup qu'on voit moins souvent. Donc, à chaque fois, je suis super content de voir ce genre de jeu là. Et c'est vraiment ce que j'adore en fait en Commander. C'est le fait que toutes les rounds sont différentes. Et qu'il y a énormément de variété dans le format. Donc, même sur un tournoi comme les Arpenteurs de Palaiso, où on pourrait se dire va y avoir plein de decks seront identiques. Non, pas du tout. Je crois que le deck le plus joué était en 5 exemplaires. C'est un truc formidable quoi. C'est du coup un metagame extrêmement sain. Et ça veut dire que généralement vous allez affronter que des decks différents toute la journée. Ce qui est super agréable. Vous profitez vraiment de votre journée en Commander quoi. Du coup Tatiova quand c'était sorti, moi j'avais commencé à regarder en fait comment est-ce que je pouvais le builder. J'avais envisagé une optique plus bleue, une optique plus verte. Et du coup j'étais super curieux de voir comment est-ce qu'il l'avait monté, qu'est-ce qu'il arrivera à en faire en fait. Et en fait voilà, autant je me disais qu'il était peut-être pas hyper optimal, autant ça parce qu'en général il a pas l'air de prime abord optimal, qu'il l'est pas déjà, hein. On a eu quelques belles surprises sur des généraux comme ça et on va en avoir encore dans les prochains tournois. J'ai quelques insights de quelques joueurs qui vont ramener des trucs assez cool. Mais en plus, ça fait quand même souvent des jeux super agréables à voir, à jouer contre, à jouer avec, enfin voilà. Du coup, il joue un Tatiova sans contre. Et j'ai mis du temps du coup à tâter le terrain et à voir s'il avait des contres. Et quand je me suis rendu compte qu'il n'avait pas de contre, j'étais beaucoup plus détendu. Ça voulait dire que j'allais pouvoir beaucoup plus facilement partir en combo, etc. Beaucoup moins faire attention à de la disruption. Le problème, c'est qu'en fait, il arrête pas d'enchaîner des horreurs. Genre, il fait Cobra, Lotus Cobra. Alors, Lotus Cobra, c'est à chaque fois qu'il joue un terrain, il fait touche terre, il ajoute un mana de la couleur de son choix à sa réserve. Ça coûte que 2, donc il me colle 2 par tour et il fait plein de mana. Azusa, il peut jouer 2 terrains de plus par tour. Donc, avec Tatiova et Cobra, il fait masse de mana, de pioche, etc. Enfin. Et le problème c'est que contre Tatiova, le tour d'après il a de nouveaux sets. Ou alors il tutorise Cavernogems sur Crop Rotation ou Expedition Map ou Sylvan's Crying ou un truc du genre. Et Cavernozam il nomme du coup un des types de Tatiova. Il joue Tatiova sans que je puisse la contrer. Enfin c'était vraiment l'enfer quoi. Et il disait c'est la force de son deck, c'est que tour 3 il a les mana pour jouer Tatiova. Donc il la joue, tour 3 ou 4. Du coup, forcément, il faut la gérer direct, sinon il gagne tellement de points de vie, il pioche tellement de cartes qu'on revient pas. Sauf que, en fait, tour 4-5, il va de nouveau avoir les manas pour la jouer. En fait, il a tellement de sources de terrain. En fait, quasiment tout son jeu, c'est des accélérateurs. Et du coup, il fait Tatiova, 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 Tatiova. Et à un moment, elle finit par rester sur table. Et là, c'est. Tous ces sorts de rampe, en fait, vont lui amener 80 milliards de mana. Et c'est intenable. Du coup, c'est exactement en fait ce qu'il essaie de faire. Et du coup, la 1, j'arrive à le temporiser juste ce qu'il faut pour partir en combo en fait. La 2, je temporise mais hyper difficilement et je m'apprête à le mettre sous stase en fait. C'est-à-dire qu'à son entretien, je lui fais une gigatorpeur géante et je tape pratiquement donc déjà toutes ces créatures pour pas qu'il tue mon Teferi qui est sur table et pratiquement tous ses terrains. Mais il lui reste, je crois, 2 mana, donc pas grand-chose. Enfin voilà, le tour d'après, j'ai Stase, Teferi et j'ai gagné pratiquement. Et là, en fait, il m'enchaîne. De mémoire, je crois qu'il me fait Lotus Cobra. Il fetch. Donc il fait 2 mana avec Cobra, 1 mana avec le land. Il joue Summer Bloom. Summer Bloom qui était joué en moderne, qui lui permet de jouer 3 terrains de plus ce tour-ci. Il joue des terrains en plus. Et avec les terrains en plus, il paye pour un Time War. Donc il joue un touche supplémentaire. Donc il dégage avec tout. Et là, il peut tuer mon Teferi sur sa phase d'attaque.
jouer 1 milliard de terrain avec Tatuva, piocher 80 millions de cartes, et il a un rêve nostalgique qui me montre, qui dit qu'il défausse autant de cartes qu'il veut, et il récupère à la place autant de cartes qu'il veut de son cimetière, dont des tours supplémentaires, et une aiguille à sectionner pour monter ferry, enfin l'horreur. Du coup c'est le moment où moi je plie mon paquet en mode oh mon dieu je me suis fait défoncer. Et la 3 par contre en fait le problème c'est que j'ouvre une main avec... ouais, parfois il y a des mains qui sont assez parfaites, et là j'avais tout ce qu'il fallait pour tuer tour 4. Tour 4 j'étais parti en combo. Comme je vous l'ai dit, j'ai jamais réussi de la journée. Donc il me fait un bounce et il arrive à gagner un tour. Mais le tour d'après, il a pas suffisamment de disruption à faire pour m'empêcher de repartir en combo au tour 5. Donc là, c'était bon, trop rapide, trop de production, trop de protection, trop tout quoi. C'était ouf. Celle-là était facile pour une fois, mais toutes les autres, je me suis battu quoi. Ronde 7, c'était face à Maximilien avec Proche. Et là, c'est le stade en fait où j'aurais adoré pouvoir faire draw intentionnel. Et il me le propose et tous les tables d'au-dessus le font. Le problème en fait, c'est qu'on m'a prévenu que je pourrais probablement pas faire draw, et ça se confirme en fait. Si je fais draw, il y a, en fait ça va se déterminer à peu près au hasard, il y a un de nous deux, soit Maximilien soit moi, qui passera pas en top 8. Et du coup c'est un choix qui est difficile parce que, imaginons que je dis on la joue et je la perds, je suis dégoûté. Je me dis ah merde, j'aurais dû faire draw et espérer que le hasard soit pour moi. Imaginons que je la joue pas. Et au hasard je me fais virer, pareil je suis dégoûté, au moins si je l'avais joué je me serais battu. Et du coup en fait c'est vraiment le genre de question où on se pose et on se dit ok quel est le pire. Et je me suis dit bon celui que je regrettais le plus c'est si je me fais éliminer au hasard. À la limite si je la joue je me serais battu, j'aurais tout donné et je serais allé jusqu'au bout quoi. Donc je décide de la jouer et c'est le moment où il me montre qu'il joue Proche. Et Proche c'est un... Ouais, c'est globalement un contrôle un petit peu aggro, un petit peu combo, mais surtout qui ne joue pas bleu. Et là c'est fou. C'est un bon match-up. Donc on y va. Du coup la 1 il m'y grignote et il fait un peu de disruption, mais je l'emporte et ça se passe assez bien parce qu'il a pas cette disruption qui me touche en fait, qui m'affecte. La 2 par contre elle est violente, c'est-à-dire que en fait il joue vraiment beaucoup de disruption. Il me joue des fielleux mesmériens qui me piquent des cartes, il joue de la défausse, il joue des blasts, il joue plein de trucs pour m'empêcher de gagner en fait. Et il joue Proche et il m'enchaîne en fait. Proche Titania, enfin des trucs horribles. Et le pire c'est que tour 4 j'étais prêt. Tour 4 j'avais, je fais du coup exactement le combo que je vous ai expliqué. Je fais High Tide dans Teferi dans le voile de chienne. Et là je dis ok je pars en combo. Il me dit en réponse à la capacité du coup de dégagement de Teferi, coup fuite. Et en fait d'habitude on joue le côté fuite. Je vous montre ça. C'est une carte qui est forte que dans Proche en fait parce que ça profite des tokens de Proche. D'habitude on joue fuite qui dit les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent plus en plus de rôle jusqu'à la fin du tour pour chaque autre créature attaquante. Quand on a joué Proche on a pris 6 tokens. On attaque avec Proche et les 6 tokens, ça fait 7 créatures. Du coup toutes les créatures gagnent plus 7 plus 0, il en suffit de 3 pour tuer et il y en a 7. D'ailleurs l'image ne marche pas sur Magic Core, je sais pas pourquoi. Et là il me joue la capacité coup qui parfois sert, notamment face à aggro, qui dit le joueur ciblé sacrifie une créature ou un artefact. Et le coup lui inflige un nombre de blessures égal au coût relatif de ce permanent. Et en fait du coup ça veut dire qu'en réponse il me casse mon voile de chaîne et il me colle 4. Et du coup il me restait quand même 6 mana, donc j'ai pu faire des trucs à essayer de trouver d'autres choses à faire avec mon Teferi, mais je suis jamais revenu de ce coup dur littéralement. Et la 3 il me redisrupte encore une fois avec son fielleux mesmérien qui prend du coup mon High Tide de mémoire dessous. Mais le problème en fait c'est que j'ai mon bounce. Donc en fait ce que je fais c'est que fin de son tour je bounce son fielleux. À mon tour je fais High Tide, Teferi. J'essaie de partir en combo. Encore une fois il a son blast donc je peux pas partir en combo jusqu'au bout. Mais j'ai quand même pu dégager un certain nombre de terrains. Du coup j'ai 6 mana pour jeter une spirale que j'avais en main. Et là en fait j'ai de nouveau tous mes terrains dégagés, 7 cartes en main et compagnie. Et je repars en combo. Donc voilà, je termine deuxième à l'issue des rondes. Et ça signifie que je commence ma game des quarts de finale contre le Tajik de Stéphane. Donc déjà un Tajik, c'était assez drôle parce qu'on voyait, en fait ça faisait plusieurs tournois qu'on voyait pas Tajik et que c'était Sylvia Corvars en général Boros qui avait fait top 8 à la place de Tajik. Alors que tout le monde disait mais Tajik c'est la relève de Boros aggro, ça va faire du taf. Donc c'était cool d'en voir enfin un arriver en haut.
Tajik, du coup, lame de la Légion. Non, pardon, c'est l'autre. Hop, c'est le nouveau en New Ravnica. Donc, tranchant de la Légion, c'est ça. Pour toi, une 3-2 célérité mentor qui prévient les blessures non au combat, qui devrait être infligée aux autres créatures que vous contrôlez. Donc, tout ce qui est blast. Et qui peut acquérir l'initiative. Donc, assez complet pour mettre l'aggro quand même. Mais c'est moins explosif qu'un Karizev ou un Arabo. Et du coup, je pars pas trop mal. Je me dis, je peux assez confortablement la gagner. Et en l'occurrence, il a quelques cartes en fait qui peuvent vraiment retourner, comme Trou de Mémoire, pardon, comme Tangle Wire, comme Orbe de l'Hiver. Des cartes en fait qui m'empêchent de dégager mes terrains comme je veux. Et la première partie, il passe son temps à essayer de me poser son Tangle Wire en fait. Et je vais lui faire Trou de Mémoire, Snapcaster en Trou de Mémoire, Remand. En fait, je l'ai ralenti. Parce que je savais que je voulais juste gagner du temps et qu'il pioche pas trop de cartes pour me disrupter. Pas trop de terrain et compagnie. Donc juste le garder à rejouer Tangle Wire à tous les tours. Tangle Wire, du coup, enchevêtrement de câbles qui arrive avec 4 marqueurs dessus. Et en fait, il en perd un par tour. Mais à chaque début d'entretien, il faut qu'on engage un permanent artefact, créature ou terrain par marqueur dessus. Du coup, le premier tour, c'est à moi que ça commence. Je dois engager 4 permanents. À son tour, il retire un marqueur évanescence. Et il engage 3 permanents, dont le Tangle Wire en fait. C'est ça la grande force de cette carte. C'est qu'il y a toujours deux différences entre ce que vous devez engager et ce que l'adversaire doit engager. Ce qui veut dire que l'adversaire prend cher, en fait, ça lui fait pratiquement 3 tours à vide. Alors que vous êtes quoi, un tour à vide. Allez, donc c'est vraiment tranquille. Donc la première se passe très bien en fait, parce que du coup je l'ai juste ralenti et je suis parti en combo. La 2 par contre en fait, je me suis mis en danger à un moment pour jouer un tuteur en me disant quel est le pire qui puisse arriver. Et j'ai pris Tangle Wire, donc j'ai perdu. Voilà, le pire qui pouvait arriver, c'était très simple. La 3, là en fait, vraiment je l'ai mis toutes les horreurs du monde en jeu, au point d'un misplay en fait. Et c'est là où en fait, pour le top 8, la fatigue s'est vraiment fait sentir. Mine de rien, j'étais réveillé depuis 7 heures. Je m'étais couché tard la veille. Ça faisait un truc du genre 10 ou 12 heures qu'on jouait. Et c'est le moment où on commence à flancher forcément. Donc j'avais monolithe de basalte, des îles et Teferi en jeu. Je joue Tézéret. Et là normalement ce que je dois tutoriser c'est le voile de chaîne. Parce que comme je vous l'ai expliqué, ça fait combo avec monolithe de basalte. Donc je pars en combo et je gagne la partie. Le souci c'est que sur le coup j'ai oublié mon monolithe de basalte. Et je me suis dit il faut que je prenne une fervée d'Alken. Bon ça reste correct fervée d'Alken, ça vole des créatures. Je peux prendre une créature dont la force est inférieure au nombre d'îles que je contrôle, et forcément je joue quasiment que des îles. Et du coup ça me permet à tous les tours de lui prendre une créature bloquée avec. Enfin voilà, je fais des ravages dans ce côté du terrain. Au final je gagne quand même parce que justement je fais des ravages et que j'ai beaucoup trop de trucs trop forts sur la table. Mais voilà, c'est le premier signe avant-coureur que je commence à fatiguer. Donc les tournois c'est aussi des batailles d'endurance, donc il faut que je me reprenne. Et j'arrive contre Nicolas avec Saskia en fait en demi-finale. Et c'est le moment où mon vœu d'éviter les erreurs échoue dès la première partie. C'est dramatique. J'ai tout en main. Je résous un Emrakul la fin promise. Donc là c'est très simple en fait. Comme d'habitude, il faut que je dépense sa main n'importe comment. J'attaque avec ses créatures, je les empale dans mes créatures. Et du coup quand il dégage, il a pratiquement rien d'intéressant en main. Ses créatures qui sont mortes, enfin voilà, c'est la meilleure sur sa table. Et en pratique en fait, j'ai fait n'importe quoi avec sa main et j'ai oublié d'attaquer. Voilà, en fait j'étais tellement concentré sur qu'est-ce que je faisais avec sa main que j'en ai oublié la base qui était d'attaquer avec. Du coup forcément lui il pioche, il dégage, il attaque avec touche, c'est fini, hop, on passe à la 2. Donc déjà c'était la honte absolue. Avec du trader qui est mort de rire à côté. Et forcément j'ai plus le choix maintenant, faut que je rame pour gagner les 2 suivantes. Du coup Nicolas m'a dit en fait un peu en rigolant celle-ci on n'en parlera pas dans le report. Et je préfère l'assumer en fait et en parler assez clairement. Parce qu'en fait il faut faire gaffe à la fatigue. Il faut faire gaffe à rien oublier, il faut faire gaffe à tout faire dans l'ordre. Et Emrakul c'est fort parce qu'on attaque un peu tout à la fois, la main, le board, etc. Et c'est hyper rare de jouer Emrakul et de pas gagner derrière. Donc là inattention et ça m'a coûté cher et ça aurait pu me coûter encore plus cher parce que j'ai perdu une partie mais au final je gagne quand même la ronde. Mais je préfère aller jusqu'au bout de la honte et vraiment l'assumer et dire ok, celle-là je la fais plus jamais quoi. Donc la 2 en fait elle est assez facile parce qu'il met pas de pression. C'est en fait le problème en fait de Saskia c'est qu'il est un petit peu plus lourd que les autres agros. C'est ce qui fait sa force face à un Karizev. En allant plus lourd il a des meilleures créatures, des trucs plus gros et du coup c'est lui qui gagne toutes les batailles de bêtes. Mais face à moi, le fait que ces créatures coûtent un petit peu plus cher, ça le ralentit. Et ça fait qu'il est plus facile à temporiser avec un petit bounce par-ci par-là.
La 3 par contre c'est un enfer. C'est-à-dire qu'il a des blasts pour mes arpenteurs, il a des bêtes célérité comme Bloodbraid Elf, du coup si je bounce Bloodbraid c'est vraiment nul parce qu'il va recascader un truc derrière. Bloodbraid Elf c'est pour 4, une 3-2 qui a cascade, donc il va chercher dessus son deck jusqu'à trouver un sort qui coûte 3 ou moins et le jouer. Donc il le joue, il joue une créature, si je le bounce il va m'en remettre une, enfin c'est l'enfer quoi. Mais le problème c'est que je trouve pas ma combo donc j'ai pas le choix. Donc encore une fois j'engage toutes ces batailles cryptiques, je bounce tout avec évacuation, puis avec faille cyclonique, donc j'essaie de gagner du temps. Et à un moment je suis là avec ma main, j'ai Teferi, une île et Glimmer of Genius dans ma main. Glimmer of Genius où on m'a demandé si c'était bien et je l'ai pas regretté la journée, ça m'a fait de la magie à chaque fois. Vraiment, en fait, dans un jeu qui cherche autant à trouver des solutions et sa combo, pour faire regarder suivi de piocher 2 cartes en éphémère, c'est vraiment super. Je l'ai vraiment pas regretté. Et du coup, le problème c'est est-ce que je joue Tezzeret et je vais chercher Vedalken Shackles et du coup je perds mon option de chercher le voile de chienne. Et j'ai un Tezzeret qui va mourir immédiatement à la prochaine phase d'attaque. Et enfin voilà, je me mets en danger s'il a des blasts ou quoi. Ou est-ce que je tente Glimmer of Genius, mais du coup je vais avoir pile ce qu'il faut derrière pour jouer Tezzeret et voler une créature et absolument pas jouer un bounce ou quoi. Donc en fait il y a vraiment la question de qu'est-ce que je peux espérer trouver sur Glimmer of Genius qui me permettent en fait de tenir suffisamment bien. Et en fait je regarde le top 2, je vois Gigatorpor et High Tide. Gigatorpor qui me permet d'engager plein de permanents pour chaque blow que je dépense. Et là je suis en mode mais parfait, j'ai ma combo et mon moyen de tenir. Donc je pioche les deux, je dis à toi. À son tour j'engage toutes ses bêtes et quasiment tous ses terrains avec Gigatorpor. Et notamment je choisis d'engager toutes ces sources de rouge pour qu'il puisse pas jouer ses blasts sur mon Teferi. Et à mon tour je fais High Tide, Teferi, Tezzeret, je cherche vol de chienne et puis hop là, je pars en combo. Donc ouf, meilleur Glimmer of Genius de la journée. Et du coup là je regarde la fin de l'autre demi-finale et ce sont vraiment des belles games entre Gitrog et Traostimna. Et deux decks que je trouve vraiment formidables à regarder, à affronter, à jouer tout en fait. Le Traostimna finit par l'emporter avec notamment Léovold, protégé par Spellskite, qui lui achète vraiment tout le temps du monde en fait. Parce que Léovold, ça empêche Gitrog d'activer sa capacité 35 fois et de piocher. Du coup, il est obligé de genre fetcher pendant le tour adverse pour profiter la capacité, etc. quoi. Ça l'handicape énormément. Et grâce à tout ce temps qu'il a acheté, Traostimna trouve sa combo, part en combo et tue. Et du coup là on arrive, en fait il est 21h et on discute vite fait, bon, est-ce qu'on veut splitter, etc. Les organisateurs sont déjà en train de passer la serpillière. Et les organisateurs sont pas particulièrement en train de nous dire bon écoutez les gars, il y en a marre, Zou, au revoir quoi. Ils ont encore la salle. Mon adversaire a pas l'air non plus trop en mode je veux absolument partir ou quoi. Et je fais bah écoute, moi j'aurais envie de la jouer. Quitte à être venu jusque là, j'aimerais bien aller jusqu'au bout, jouer la finale, jouer le titre. Et puis avec toutes les discussions qu'il y a eu sur Magicville, sur splitter c'est nul, etc. J'ai un peu envie aussi d'aller jusqu'au bout et de pouvoir faire mon report jusqu'au bout. Donc je lui propose de la jouer et ouais, il s'est laissé convaincre très facilement. Lui aussi, c'est des arguments qui le touchaient. Du coup, on commence à jouer notre partie Teferi contre Traostimna avec Gabriel. Et alors Gabriel, j'adore sa liste. En fait, j'adore sa liste. C'est pas la première fois, mais en fait, il joue une combo que j'aime bien, qui est Nomade encore pour cibler à l'infini en fait en payant 0. Je vais le trouver. Legionaliste Céphalide. Lui, à chaque fois qu'il est ciblé, il met les 3 premières cartes de son deck dans son cimetière. Et en fait, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il peut meuler son deck jusqu'à mettre un certain nombre d'éléments de combo. En fait, ce qu'il va meuler, c'est d'abord Narco Amibe. Narco Amibe, quand elle est meulée et qu'elle va au cimetière depuis le deck, elle est mise en jeu. Du coup, il a 3 créatures. Grâce à ça, il peut jouer le flashback de Dread Return. Dread Return, du coup, le flashback, ça sacrifie 3 créatures. Donc, l'illusionniste, le nomade et la Narco Amibe. Et il peut ramener une créature de son cimetière. Donc là, c'est le moment, du coup, où il ramène Guide Karmique. Il avait son moteur à sacrifice en jeu. Mais en fait, pardon. Du coup, idéalement, en fait, il ramène Réveillark. Je me suis perdu. Idéalement, il ramène Réveillark, en fait. Lui, il a pu ramener directement Guide Karmique puisqu'il avait son moteur de sacrifice dans notre partie. Mais en tout cas, normalement, il ramène Réveillark. Réveillark qui fait rien quand il est en jeu. Mais en fait, il va le sacrifier pour payer le flashback
de thérapie de la coterie. Thérapie de la coterie, le flashback, c'est sacrifier une créature pour regarder la main adverse, nommer une carte, la virer, etc. Peu important, parce qu'en fait, il veut juste sacrifier Réveillark, parce que Réveillark, quand il meurt, il ramène 2 cartes qui ont une force de 2 ou moins. Du coup, là, il ramène Guide Karmique, qui ramène Réveillark, et il ramène son moteur à sacrifice, qui est Viscera Seer. Et à partir de ce moment-là, en fait, il peut faire une boucle infinie, en fait, où il ramène un coup Karmic Guide qui ramène Réveillark, et un coup Réveillark qui ramène Karmic Guide, et un truc en plus. Un truc en plus, si possible, qui va faire un effet. Donc par exemple, il a Passeur de la Mer Creuse, qui, si on le sacrifie en réponse à sa capacité, avec le Viscera Seer, va permettre de retirer toutes les cartes non terrain de la main adverse. Il va avoir Night of Autumn, qui permet de gagner une infinité de points de vie et de détruire les artefacts et les enchantements. Il va avoir Blood Artist, qui permet de drainer tous les points de vie adverses. Il va avoir Baleful Strix, qui va permettre de piocher tout son deck. Enfin voilà, il a du choix. Et du coup, c'est le moment où il tue son adversaire. Donc il a d'autres trucs en fait. Il a aussi les classiques. Il a Devoted Druid et Vizier of Remedies. En fait, le Devoted Druid, il peut se dégager sur lui-même marque en -1/-1. Et le reste du temps, il s'engage pour ajouter du vert. Et le Vizier of Remedies, il fait que si tu devais ajouter un ou plus marque en -1/-1 sur une créature, bah t'en ajoutes un de moins. Donc en fait 0 ici. Donc tu fais mana infini et tu le mets dans Thrasios qui, avec le mana infini, va permettre de piocher tout son deck, donc de trouver son kill. Donc il a plein de trucs de combo et c'est ça que j'adore en fait dans Thrasios, c'est qu'il y a des tonnes de tuteurs, des tonnes de moyens de partir en combo et de moyens de disrupter son adversaire. Et du coup ça fait des parties qui sont très intéressantes des deux côtés, je trouve. Donc la 1, il fait mulligan à 5 et il garde 5 landes en disant bah de toute façon quoi qu'il arrive il a son tour 2 Thrasios, tour 3 Tymna, il va commencer à piocher des cartes et il va revenir. Et en l'occurrence il tutorise un obscur confident qui va lui permettre de piocher une carte de plus à ses entretiens. Hop, Dark Confident ici qui dit au début de son entretien il perd il regarde la carte du dessus, il perd son Quartz Mana et il le pioche. Et du coup il commence à avoir pas mal de trucs en fait. Le problème, c'est qu'à 2 tours d'intervalle, il se prend Teferi, suivi de Hugin, suivi de Stase. Et à ce stade-là, j'ai 6 tours de Stase avant même d'avoir utilisé le tap de Teferi, et il m'en faut que 4 pour le tuer sur Hugin. Du coup, c'est dommage, hein, je lui ai démonté son board, mais vraiment à la chaîne, quoi. La deuxième, c'est moi qui fais mulligan à 5, et franchement, je me suis démené. Hein. J'ai résolu Teferi, et je creuse à fond, mais je trouve pas mon kill. Et j'ai à peine de quoi temporiser et il finit par atteindre un état en fait où il peut partir en combo quelle que soit la manière dont j'essaie de le disrupter. Ça faisait pas mal de tours où on se regardait dans le blanc des yeux, où il savait que je pouvais le disrupter, il me grignotait. Et moi je pouvais pas me permettre de trop me mettre en danger. Du coup là il en a profité en fait, il est parti en combo direct. Et en fait ce qui est rigolo c'est que du coup je connaissais sa combo. Et en fait je le vois se meuler, il me dit je m'arrête là, je regarde le contenu de son cimetière, j'ai remballé mon paquet. Parce que du coup je connaissais en fait, j'ai regardé, ok, bah comme ça il tourne autour de mes disruptions, bon bah c'est pas grave, hop on passe à la suivante. Du coup pour les spectateurs c'était un peu perturbant parce que il a meulé quasiment tout son deck, puis il a rien fait, j'ai concédé. La troisième, je fais tour 2 Parchemin du Marchand sur High Tide et tour 3 Monolithe de Basalte. Et en fait, il se retrouve obligé de tutoriser un Sage du Reboisement pour essayer de me contenir en fait, le temps de pouvoir passer son opposition. Parce que si il pose son opposition, il essaie d'engager mon Monolithe de Basalte, je peux en réponse prendre le mana. Et après sa capacité, je paye du mana pour le dégager. Le Monolithe de Basalte se dégage juste en payant 3. Du coup, je me retrouverai avec un morceau de combo en fait qu'il pourrait pas trop gérer et il a peur de ça. Sauf que du coup, j'enchaîne en fait avec High Tide dans Teferi qui dégage mes terrains. J'ai rien derrière, mais au moins j'ai Teferi, je peux dégager, avoir mes contres et enchaîner des passe-passe pour piocher. Et c'est aussi un plan. Alors, parfois, j'ai rien derrière, mais au moins j'ai tour 4 Teferi et je suis assez safe. Et du coup, en fait, c'est un peu ce qui va se passer, c'est que du coup, il tente opposition, je la contre, il tente d'autres trucs, je temporise. Et du coup ça me permet de monter à suffisamment de mana pour, grâce au -1 de Teferi, payer Emrakul. Et là je l'ai tué d'une manière qui a fait un peu fantasmer les arbitres. Du coup ils l'ont posté ensuite sur la page, qui était qu'il avait Spellskite sur sa table. Et du coup pendant son tour je lance un Bounce sur une de ses créatures. Et je lui fais payer ses 14 points de vie pour rediriger cette fois mon Bounce sur Spellskite en mettant les cartes en pile les unes sur les autres. Et du coup il s'est retrouvé à payer tous ses points de vie et à mourir là-dessus.
Donc j'ai pas eu à faire mon puzzle très longtemps, il s'est tué tout seul. Du coup je termine premier avec un total de 9 rondes gagnées, une perdue. J'ai passé toute ma journée à me dire je tombe que face à des tap-out et des bêtes, j'aurais dû jouer à Minato. Et c'est vraiment pas faux. C'est-à-dire que je suis tombé sur aucune des faiblesses d'Aminatou. Je suis pas tombé face à Retired, je suis pas tombé face à un contrôle bleu. Donc j'aurais pu tout gagner potentiellement avec Aminatou aussi. Maintenant, Aminatou a pas cette capacité à revenir dans l'infini ou à clore une game en un éclair aussitôt que le tour 4, comme peut le faire parfois Teferi. Même si avec Country, The Angels, etc. c'est vraiment bon. Et j'ai vraiment apprécié de jouer à Aminatou et j'aimerais bien rejouer, refaire des miroirs de contrôle. Donc je vais peut-être la sortir à C4 ou ne serait-ce que voilà, un tournoi d'une des boutiques parisiennes à l'occasion. Mais malgré tout j'ai fait premier, donc c'est difficile de dire que Teferi était pas un bon choix. C'est-à-dire que j'ai fait une impasse, je suis tombé dessus, mais c'est passé quand même. Et c'est vrai qu'avec seulement 4 Yuriko dans la pièce, c'était une impasse qui était judicieuse, je trouve. Donc Teferi était bien un bon choix pour ce tournoi. Et en fait de toute façon, et c'était un peu le pari que je faisais, Yuriko ça galère face aux jeux créatures, face aux jeux anti-aggro, donc en fait ils ont tous pris cher avant d'atteindre le top 10, enfin le top 16 même. Et du coup en fait si on résume un petit peu les matchs, contre Atraxa et Queen Marchesa, c'est assez facile puisqu'ils jouent un rituel et ils jouent des grosses cartes. Ils ont une courbe de mana qui est un peu plus haute que la moyenne et ils manquent de disruption. Et du coup c'est vraiment les match-ups les plus simples pour mon jeu. Et ça c'est ceux qui en effet que je déroule. Voilà. Si vous jouez un de ces archétypes là, vous pouvez rien faire face à moi, je suis désolé. Par contre contre Tajik, Saskia Proche, je prends pas mal de pression et ils me prennent une game chacun. Mais leur deck manque de moyens d'interagir avec moi ou de fausser mes calculs. Donc je trouve deux wins. C'est-à-dire que c'est des jeux où ça s'est bien passé. Mais voilà, c'est pas les plus faciles, mais c'est loin aussi d'être les aggros les plus difficiles. Yuriko c'était l'enfer sur terre, c'était ingagnable. Donc voilà, c'est pas pour rien que je parle de faire une impasse, c'est-à-dire que je pouvais pas gagner cette ronde là. Celle-là c'était facile surtout parce que mon adversaire a fait Color Death 2 fois d'affilée, mais on a débriefé ensuite de la partie. Et suivant comment est-ce qu'il l'aurait joué, il aurait peut-être pu me tuer tour 3 à la seconde s'il avait pioché une seconde forêt en fait. Donc c'est un deck qui est peu joué mais qui est d'une explosivité qui est assez fantastique. Donc il n'est pas à négliger, il aurait vraiment pu m'arracher une ou deux parties. Et contre Tatiova, Akiri Timna et Traos Timna, à chaque fois c'était hyper tendu parce qu'ils prennent une game chacun et ils auraient pu en prendre deux. Parce qu'ils me prennent, déjà ils mettent la pression, ils mettent une grosse pression et ils ont de la disruption quoi. Ils ont Tatiova c'est plutôt des boons, c'est des disenchantes. Akiri Timna il mettait de la défausse, des anti-arpenteurs et des blasts. Et Traos Timna, il mettait de la défausse, des anti-arpenteurs et il menaçait de partir en combo, il a failli passer une opposition. Et au final, c'est assez représentatif des match-ups de Teferi, c'est-à-dire que Yuriko c'est ingagnable, Fish, aggro très explosif ou trop blindé de disruption ou aggro combo, c'est technique, c'est vraiment intense. Contrôle Drogo, c'est un peu technique, mais ça passe au final parce que on commence à se préparer à faire notre danse du contrôle. Et lui il se prépare pour passer un arpenteur, moi je me prépare pour le tuer. Et c'est ça la différence en fait, c'est que Contrôle Drogo il fait une erreur, je le one shot. Moi je fais une erreur, je me prends un Jace the Mind Sculptor en face. Ok, c'est chiant, mais je suis pas encore mort. Aggro qui manque de disruption, c'est plutôt positif. C'est pas, voilà, je me prends un Toggle Warrior, ça reste l'espace, je me prends un Blast, je peux y passer. Voilà, ça reste pas la problème de santé, mais c'est plutôt positif. Et ramp et contrôle qui jouent en rituel, je me balade. Vraiment, je me balade. Du coup, pas mal de gens ont commencé à venir me parler de la rapidité des decks, de la difficulté à interagir avec ou d'autres. Pour info, du coup, sur l'entièreté du tournoi, j'ai eu aucune main qui me permettait de tuer tour 3, mais moi, tour 4, je me suis fait disrupter. Quel que soit le deck en face, en fait, je peux proposer des cartes qui m'en parlent. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous jouez, je peux discuter avec vous d'adaptations qui feront que vous aurez un match-up qui s'améliorera face à moi. Mais seul 2-0 de la journée, c'est sur Queen Marchesa et Atraxa, qui étaient de bons choix métagamés contre tout le reste de la pièce. Donc au bout d'un moment, oui, il y a des impasses à faire. Moi j'ai fait l'impasse sur Yuriko, j'ai pris mon 2-0. Bah eux ils ont fait l'impasse sur Teferi, ils ont pris 2-0. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, c'était le pierre feuille ciseau du jour et on a tous eu un petit peu ça qui s'est passé quoi. High Tide c'est très fort et ça retourne des games, mais j'ai énormément de parties où ça m'a juste permis de m'installer avec Teferi et des cartes de tempo pour commencer à creuser.
Donc voilà, juste faire par exemple Teferi tour 4, donc c'était un peu la messe noire-bleue. Ça reste pas mauvais, mais après voilà, c'est mon point de vue en tant que joueur de High Tide. Et du coup, c'est forcément, je suis extrêmement biaisé. Mais c'est la carte la plus débile du jeu, avec Staz, c'est clair. C'est les deux cartes qui donnent une impression de unfair, en fait, de pas très fair comme partie aux joueurs, et je le conçois. Et en effet, on retire ces deux-là, le jeu passe directement tier 2, il n'y a pas à tortiller. Mais voilà, je pense que c'est pas non plus ingérable et infâme. C'est-à-dire que je me suis pris de la défausse, ça m'a mis dans l'espace. Je me suis pris de là, ça m'a mis dans l'espace. Je me suis pris des boules, ça m'a mis dans l'espace. Je me suis pris des cons, ça m'a mis dans l'espace. Pareil pour les anti-artefacts. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, les Psy de la compagnie. Et il y a plein de jeux qui peuvent se permettre de la disruption assez ciblée. Je pense à tous les jeux qui jouent Akiri, qui sont bien contents de jouer Aiguille à sectionner et Révocateur Phyrexian. Je pense à Aminatou, qui peut jouer Aiguille à sectionner, puisque de toute façon, il suffit de faire le -1 d'Aminatou pour changer la carte qu'on a nommée. Donc, en fait, c'est assez, ça se retrouve à être assez flexible, et il y a toujours une carte qu'on peut vouloir du coup bloquer, que ce soit Pince-Crâne, Jiddu Mezawa, épée de Festin de Famine, Jace the Man Sculptor, Liliana du Voile, enfin il y a toujours des cartes en fait, quel que soit le jeu, où on va dire oh, ça si je peux le bloquer ça m'arrange quoi. Donc j'ai l'impression vraiment que la plupart des jeux peuvent me mettre en PLS, et après il y en a qui font l'impasse sur le match-up, c'est leur choix, tout comme j'ai fait l'impasse sur Yuriko, c'est des stratégies pour arriver au top 8. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, compléter, et éventuellement si vous avez si vous avez envie, je pourrais faire une deck tech ou pousser un petit peu plus loin sur ce deck. En attendant, du coup, n'hésitez pas à liker, partager, nous suivre, tout ce que vous voulez, ça nous fait plaisir. Et à très bientôt.